Je suis super heureuse de vous présenter cet épisode avec Heidi Sevestre. C'est un épisode en partenariat avec l'Université de la Terre. L'Université de la Terre, vous vous souvenez, c'est un de mes partenaires privilégiés, un de mes chouchous. On publie des épisodes ensemble avec des invités qui sont venus s'exprimer lors de l'énorme événement qu'ils organisent à l'UNESCO une fois tous les 2 ans. Je vous recommande vivement, là, celui de 2025 vient de se passer. Il va falloir attendre 2027 pour le prochain. On va compter les jours. Donc cet épisode, il est avec Heidi Sevestre, une glaciologue, une scientifique, et puis surtout une personne qui va nous permettre de comprendre les enjeux du climat et la façon dont c'est intimement intercorrélé avec les glaciers dans les pôles, mais aussi les glaciers dans les Alpes et partout dans le monde, et la façon dont ça nous affecte, nous, dans notre vie quotidienne. Vous verrez, vous ne regarderez plus la neige de la même façon, et vous serez enfin conscient de ce qui est en train de se passer. Il faut commencer par là pour pouvoir agir. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, vraiment, vous ne perdrez pas votre temps. À très bientôt. Heidi, je suis tellement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de faire une pause par Paris, entre le Svalbard, Annecy et tes différentes pauses. Merci. Alors Heidi, quelques mots pour te présenter très rapidement. Tu es scientifique, tu es glaciologue de ton état, ce qui veut dire que tu passes la plupart de ton temps dans les pôles, évidemment. Tu étais où tu es, tu vas nous raconter, basé à Svalbard, au Spitsberg, j'arrive pas à le prononcer. C'est parfait. Parfait, je m'entraîne. Tout près du pôle Nord, pour ton plus grand bonheur, parce que comme tu le dis dans ton livre, La sentinelle du climat, dont je vais beaucoup faire la pub aujourd'hui, comme tu le dis, tu as les pôles dans la peau. Complètement. Tu es aussi une grande exploratrice. Tu as eu la chance de participer ou de monter des grandes expéditions polaires et glaciaires, dans des conditions assez extrêmes et toujours avec une finalité scientifique. Et puis tu vulgarises encore et encore. Tu nous éduques à la science du climat parce que, comme tu le dis, la vulgarisation est fondamentale. Complètement. Avec tout ça, une seule et même mission, sauver les glaciers qui peuvent encore l'être, et ralentir le rythme de disparition de ceux qui ne peuvent plus être sauvés, et Dieu seul sait qu'il y en a. Quelques chiffres, et on va y revenir dans notre échange, parce que parfois la donnée, c'est important pour savoir où on se situe. En 40 ans, 40% de la surface de la banquise a été perdue. Figure-toi que le chiffre vient d'être actualisé, c'est 50%. 50%, la vache. Et ce chiffre-là, je le sors de ton livre, donc il date en fait d'il y a 2 ans seulement. C'est fou comme ça bouge vite, c'est vrai. Ouais, et on va y revenir parce qu'effectivement, il y a des points d'accélération dont tu parles très bien. 40 ou 50 dans tous les cas, ça nous montre la perte, la rapidité de cette perte de cette surface blanche dans les pôles. Quand on regarde plus près de chez nous, les Alpes françaises, c'est 50% qui ont été perdus depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui, et ont un risque de disparition de l'essentiel de nos glaciers alpins. Et pourquoi c'est grave ? Pour plein de raisons, et là aussi on va y revenir, mais il y a un chiffre que je voudrais qu'on retienne. On a 2 milliards de personnes qui dépendent de l'eau des glaciers, directement ou indirectement. L'espèce humaine n'a jamais existé sans les glaciers. Notre destin d'être humain est intimement corrélé à la glace. Alors pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est un problème qu'on comprend plus ou moins et qui est lointain. Toi, c'est un problème que tu comprends, que tu as étudié, donc tu vas pouvoir nous en parler, nous rendre plus tangibles ces enjeux. Et puis c'est un problème que nous, on peut aisément oublier dans le cœur de nos villes, mais que toi, tu n'es pas prête d'oublier en vivant l'essentiel de l'année au Svalbard, parce que tous les jours, tu les vois, et tu les vois se rapprocher d'un point de rupture, d'un point d'effondrement qui risque de leur être fatal, et à nous par rebondissement. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer, nous aider à comprendre. Avant de te passer le micro sur ces sujets de compréhension de fond, j'aimerais qu'on parle de toi, Heidi, si tu veux bien. J'ai été super émue par le début de ton livre où tu nous racontes ton enfance. J'ai été émue par l'émerveillement que tu décris quand tu te levais le matin aux aurores pour aller voir les animaux avant le début des classes. Et j'aimerais te demander ce que tu gardes de cette enfance, comment ça te nourrit encore aujourd'hui. Quel a été le rôle de la nature, quel a été le rôle de ton éducation, le rôle de tes lectures, qui semble avoir été aussi fondamental. Merci déjà Delphine de me recevoir, je suis absolument ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est bien de commencer par le commencement. J'ai eu la chance d'avoir une enfance
je pense, complètement bucolique. J'ai grandi dans ce petit village de Haute-Savoie, pas très loin d'Annecy, au pied d'une montagne magnifique qui s'appelle le Semnoz. Et c'est vrai que c'était la liberté totale. Depuis mon plus jeune âge, je passais du temps à jardiner, je passais du temps à faire des cabanes dans la forêt, je passais du temps à observer les animaux. Et vraiment, cette montagne, cette forêt, c'est devenu tout de suite mon refuge, quoi. C'était vraiment l'endroit où je m'y sentais très bien. J'étais très confortable toute seule en pleine nature. Et en fait, j'aimais pas qu'on m'accompagne parce que sinon je voyais pas les animaux. Donc c'est vrai que mes parents, ils étaient pas très contents parfois quand je partais en pleine tempête, je partais quand il y avait un orage, quand il y avait beaucoup de vent. Et en fait, c'était les meilleurs moments pour observer la nature dans ce qu'elle avait de plus sauvage, quoi. Et au-delà en fait de ces promenades, de ces moments en forêt, ma mère, qui est à la retraite maintenant, était bibliothécaire et c'est vrai qu'elle aussi me berçait dans des récits de nature, dans des récits aussi d'aventure, d'exploration. Et évidemment, je me suis tapé toute la série des livres d'Heidi. Tu t'appelles pas Heidi par hasard. Et c'était assez dingue parce que autant voilà, je regardais le film, je regardais le dessin animé qui venait de sortir, je lisais les bouquins et en fait j'avais vraiment l'impression de m'y retrouver complètement. Ouais. C'était très bizarre, une sorte de dissociation ou au contraire d'association, mais j'avais vraiment l'impression de me retrouver vraiment dans ces écrits, cette petite fille des montagnes qui veut à tout prix passer du temps en montagne mais surtout défendre cette montagne. Et j'ai un moment qui m'avait toujours marqué, je crois que c'était plus un moment du dessin animé, donc au niveau référence c'est peut-être pas le mieux, mais je me souviens à un moment la voir et se mettre entre un petit groupe de biches et de cerfs et des chasseurs. Et alors je me suis dit, moi j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais fait comme la petite Heidi du dessin animé, je me serais interposée entre les deux parce que je ne supportais pas et je ne supporte toujours pas aujourd'hui, je pense, les attaques qui sont faites au monde sauvage, qui sont faites aux vivants, qui sont faites à la nature. Et je pense que ça me poursuit encore aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant dans mon enfance et qui m'a guidée en fait tout le reste de ma carrière. On sent ça, on sent comment ça t'a forgé avec cette envie de défendre la nature. Et aussi, on sent autre chose qui est fondamentale, c'est la capacité à s'émerveiller. Mmh. Et ça, tu vois, cet émerveillement devant la nature, c'est probablement quelque chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On considère un peu la nature comme une ressource qu'on va utiliser pour pouvoir fabriquer, consommer. Mais quelle place on laisse à l'émerveillement? Donc avoir accès à ça dans l'enfance, c'est fondateur. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on ne peut pas perdre ensuite. Encore aujourd'hui, j'arrive à m'émerveiller, je sais pas, d'une petite mouche qui va se poser sur mon coude, des nuages qui passent dans le ciel. C'est absolument dingue. Ou juste de voir les différences de luminosité d'une journée à l'autre, alors que les saisons sont en train de changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye aussi de partager, parce que voilà, ce langage des émotions, c'est en fait le langage qu'on a tous en commun. Moi qui suis scientifique, j'essaie de comprendre comment partager des connaissances d'une autre façon et je trouve que l'émerveillement, c'est vraiment une dimension qui est absolument cruciale. Si on veut que le plus de gens possible puissent se connecter à ce qui se passe au niveau de la biodiversité, au niveau du climat, il faut qu'on ait cet attachement émotionnel. Et donc l'émerveillement, il est crucial. Et c'est vrai que je ne cesserai jamais, je pense, de m'émerveiller. Du moindre petit flocon de neige au plus grand glacier, c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie. Et ça me renvoie, moi, vers deux choses. J'ai croisé sur ma route des ONG fabuleuses qui cherchent à retravailler le lien entre les enfants et la nature, à amener des classes plantées. Donc, tu vois, ils font des partenariats entre le monde paysan et des enseignants dans les petites classes pour recréer ce lien qui s'est perdu dans nos villes. Et ça me renvoie dans un autre genre à Jean-Pierre Gou, que tu as peut-être croisé, qui travaille sur le sentiment d'émerveillement qu'on peut avoir quand on regarde notre planète depuis l'espace. Oh, wow. C'est ce qu'on appelle l'overview effect et qui a été ressenti, semble-t-il, par tous les astronautes qui en parlent assez régulièrement. Et Jean-Pierre, lui, a reconstitué avec des images de la NASA la Terre qui tourne, donc c'est vraiment la bille terrestre vue de l'espace comme on la connaît depuis les années 70 avec les premières images, mais tournante. Et tu ressens un peu à l'image de ces astronautes cette beauté, cette fragilité, cette humanité commune qui nous donne envie de la protéger. Voilà, excuse-moi, c'est un peu de diversion, c'est ultra intéressant. Mais en fait,
ça nous rattache à une question sur laquelle je voudrais t'emmener, qui est on est plus que jamais aujourd'hui dans une ère du climato-sceptisme. À la fois parce qu'en fait, on a atteint un palier. Il nous reste 30-40% un peu partout dans nos pays de personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique ou qui y croient, mais... et en fait, il y a tellement de mais que ça ne s'y croit pas. Et puis évidemment, la conjoncture avec les États-Unis, mais aussi les changements de législation en Europe. On est en proie au doute. Donc ce travail-là sur cette question de comment embarquer est une question qui nous travaille tous. Donc je me demandais, toi qui fais ce chemin, on va y revenir, de la scientifique pure et dure, thésarde, postdoc sur les glaciers, vers de l'éducation, de la vulgarisation. C'est quoi aujourd'hui tes convictions? Quelles sont tes recettes pour nous embarquer? Ouais, je me suis pris la tête toute la matinée avec des climato-sceptiques, donc ça, ta question, elle arrive au bon moment. Et écoute, j'essaye déjà de pas les attaquer trop frontalement non plus. En fait, j'essaie toujours de comprendre pourquoi on se retrouve dans une situation comme ça, où la science a progressé suffisamment, où on sait que c'est indiscutable que l'humain est responsable du changement climatique actuel, que l'humain est derrière une très très grande partie de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui. Et donc je leur donne le bénéfice du doute. Voilà, je me dis il a dû se passer quelque chose. Et c'est vrai que mine de rien, voilà, tous les climato-sceptiques avec qui j'essayais d'échanger ce matin, j'ai regardé leur bio sur LinkedIn, ils travaillaient tous pour les énergies fossiles, ce qui est quand même dommage parce que les énergies fossiles, dès les années 1980, si ce n'est plus tôt, avaient déjà des rapports scientifiques en disant que les énergies fossiles étaient responsables du changement climatique. Bref. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment différentes catégories. J'essaie de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. On a vraiment les purs et durs, les dénialistes, ceux qui vont vraiment dire qu'il n'y a pas de changement climatique ou que l'humain n'a rien à voir avec ça. Et c'est un peu comme les platistes, tu sais, ceux qui pensent, ou celles qui pensent que la Terre est plate. Et je crois qu'il en reste 10-11% de platistes. Il en reste quand même, et c'est vrai que là, pour avoir pas mal testé, c'est impossible de les faire changer d'avis. Mais vraiment, de toute façon, moi, en tant que scientifique, les seules armes que j'ai, c'est toujours de leur redonner encore plus de données, de publications, de rapports. En fait, ça sert à rien. C'est vraiment ancré beaucoup plus profondément. Et je pense que nous, les personnes sur lesquelles on peut agir, c'est peut-être les climato-sceptiques, mais aussi les climato-je m'en foutistes, les gens qui se sentent peut-être pas concernés ou qui pensent peut-être qu'il est trop tard. Je pense il y a toute une fourchette de réactions face à ce sujet. Et je te rajouterai la catégorie des technosolutionnistes. Alors là, c'est mes chouchous en ce moment. Alors ça, je peux t'en parler toute la journée avec plaisir. Mais oui, voilà, exactement. Ils sont aussi dans ce lot-là. Alors peut-être que oui, la connexion avec la nature, elle est plus là. Peut-être qu'il y a eu une perte de confiance envers la science pour tout un tas de raisons. Mais comment les aborder, ces gens-là? Alors, j'ai pas de baguette magique, mais ce que je ferais si j'avais vraiment l'occasion d'avoir un bon dialogue avec des climato-sceptiques, je pense que c'est vachement important de commencer le dialogue avec quelles sont nos valeurs, en fait. Qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qui compte pour nous? Parce qu'en fait, si on commence par là, je suis convaincue que quand t'enlèves tout le superflu, t'enlèves vraiment le superficiel, les histoires politiques, toutes ces histoires-là, en fait, on a tous pratiquement les mêmes valeurs. Je pense franchement qu'on espère tous avoir le droit au bonheur, avoir le droit à l'amour, avoir le droit d'être en bonne santé, de pouvoir avoir de la joie dans sa vie de tous les jours, de pouvoir prendre soin de sa famille, prendre soin de ses proches, évidemment peut-être aussi de prendre soin des paysages autour de soi. Et en fait, mine de rien, ces valeurs, elles sont assez communes. Et ce que je souhaiterais dire à ces personnes, c'est que nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de préserver ces valeurs pour l'avenir, pour nous et aussi pour les générations futures. Et donc parfois, en fait, tu sais, plutôt que d'attaquer frontalement en disant changement climatique, érosion de la biodiversité, peut-être commençons par là. Et il y a vraiment, je pense, une façon de cadrer le discours qui peut être complètement différent. Tu vois, par exemple, moi dans mon travail, on communique beaucoup avec les gouvernements. Et parfois, les gouvernements, quand on attaque frontalement avec le changement climatique, c'est compliqué. Mais plutôt que de parler de changement climatique, est-ce qu'on parlerait pas de santé humaine, par exemple? Parce que tout est lié, évidemment. Et donc là, on a une oreille qui est beaucoup plus attentive parce que c'est des sujets dont on se sent tout de suite plus concerné. Et puis ce sont des électeurs. Et bien sûr, ce sont des électeurs, tout à fait. Voilà, pour les gouvernements, ça c'est important. Et donc je pense qu'il y a vraiment, on peut un peu changer la narration autour du changement climatique pour, plutôt que de
de mettre en lumière ce qui nous divise, de mettre en lumière ce qui nous rassemble et de construire ce dialogue en commençant par là. Et donc peut-être que je suis trop naïve, hein, mais on a vraiment besoin, j'en suis parfaitement consciente, je pense aujourd'hui, d'un peu plus de bienveillance, d'un peu plus d'écouter aussi celles et ceux qui ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Peut-être que ces personnes-là ont aussi peur de voir des changements arriver, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de se déplacer. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de s'écouter les uns les autres, de se mettre à la place de l'autre, ça c'est vachement important. Et aussi, réalisons bien que moi, je me permets de dire ça parce que j'ai un toit sur la tête, je mange 3 repas par jour, je suis dans une situation où je peux me permettre de réfléchir à ce que je peux changer dans ma vie tous les jours. On sait que c'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas tous les mêmes moyens d'action, pas tous les mêmes outils. Tu parles de nos peurs et ça me renvoie vers une citation de ton livre que je voudrais rappeler. Parce que du coup, elle nous montre bien le chemin qui est à faire et combien ce chemin de compréhension est aussi un chemin douloureux, en fait. Tu nous dis « La disparition programmée des glaciers me semble une espèce de deuil. Cette perte s'accompagne d'autres deuils, le deuil de la stabilité de la planète et de l'atmosphère, le deuil d'une météo prévisible et de l'assurance tranquille du retour des saisons, d'un avenir qui ressemblerait à celui de nos parents, ou à celui même que nous avons vécu, et le deuil de notre innocence face à ces événements. » Donc c'est des phrases très très fortes, mais c'est ça, cette peur aussi qu'on doit affronter pour pouvoir accepter le changement climatique. C'est brutal, ouais, c'est ultra brutal. J'ai l'occasion de plus en plus de sensibiliser, d'éduquer aussi des publics qui vraiment commencent de zéro, mais vraiment. Et c'est dur pour eux comme pour moi, en fait, de passer par toutes ces étapes, de réaliser mais comment c'est possible qu'on en soit arrivé là, quoi. Ça fait des décennies qu'on le sait, que tout le monde le sait, et malheureusement aujourd'hui, on est dans une situation où même le climat de 2000 à 2010, il ne reviendra pas. Donc c'est même pas le climat de notre enfance, non, c'est le climat de la décennie d'il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Bien sûr. Début des années 2000, ça ne reviendra pas. Aujourd'hui, ce qui est crucial à comprendre, c'est que oui, la situation, elle est, comme on dit, un peu fucked, pour être limpide là-dessus, elle est très compliquée, mais on peut vraiment faire la différence. Ouais. Et on peut faire la différence déjà au cours de notre vie, pas juste mon petit neveu Lucas qui a 1 an et demi, on me dit tout le temps « Ah mais oui, pour les générations futures et leurs enfants ». Non. Déjà pour nous, on peut voir la différence au cours de notre vie et ça, franchement, c'est une bonne raison de se battre. Et on va y revenir. Et ça me renvoie à des positions que tient régulièrement François Gemène, qui est un co-rédacteur du GIEC, et qui, face aux mêmes difficultés de si tout est foutu, allons-y, profitons un bon coup, nous rappelle toujours que chaque 10e de degré compte et que chaque tonne évitée est un bénéfice pour l'humanité. Donc c'est pas parce que les Indiens ou les Chinois ou que sais-je, ou les Américains en ce moment plutôt, il faut que ça n'oblitère pas nos propres progrès, car tout ça est cumulatif. Oui, complètement. Ouais. Complètement. C'est vrai que on est tous un peu dans ce fameux triangle de l'inaction de Pierre Laroutourou qui nous montre que, en fait, souvent, quand on va s'adresser aux citoyens, les citoyens vont nous dire oui, allez voir les gouvernements. Alors, on va voir les gouvernements. Les gouvernements nous disent oui, mais on essaie de travailler avec le secteur privé, mais on n'y arrive pas. Le secteur privé nous dit oui, mais de toute façon, c'est les citoyens. Donc voilà, on est tous. Et si c'est pas ça, le triangle de l'inaction, ça va être oui, mais regardez l'Asie, regardez l'Amérique, regardez le reste de l'Europe. Voilà. Et en fait, si on fonctionne tous comme ça, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. En fait, il faut vraiment qu'on commence par balayer devant sa porte. On a vraiment besoin d'entreprises, de territoires, de citoyennes, de citoyens qui font la trace, quoi. Et on a besoin tout autant de suiveurs ensuite. Mais il va falloir vite s'en sortir de ce triangle de l'inaction, c'est sûr. Alors, si tu veux bien, Heidi, on a parlé de ton enfance, mais j'aimerais que tu nous racontes un peu la suite, parce que très vite, tu vas prendre une voie scientifique, tu as compris que c'était là où tu étais à ta place et c'était là où tu pouvais faire une différence. Et puis, pas n'importe quelle science, des sciences dures, tu vas dans tous les sens du terme. Donc, tu t'attaques aux glaciers très vite. Je passe quelques étapes, mais donc tu vas te retrouver au Svalbard, qui est donc sur le terrain. Et en même temps, qui dit glaciologue de terrain, dit exploratrice. Parce que je ne sais pas si tu peux faire l'un sans l'autre, en fait.
Oui, en fait, c'est un peu pour ça aussi que je suis devenue glaciologue. J'ai vu que tu lisais Frison Roche quand tu étais enfant. Ouais, en fait, exactement. Ça y est, t'avais trouvé une excuse pour pouvoir faire tes expéditions. Mais clairement, moi, la vie dont je rêvais quand j'étais petite, c'était de trouver un métier ou une carrière qui allait me permettre d'être dehors, quoi, d'être en montagne, d'être sur le terrain. Et donc, glaciologue, c'est vrai que je me suis dit, c'est pile, ça remplit toutes les cases. Check. Super, check. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une partie de la glaciologie, alors c'est vrai qu'il y a des glaciologues qui vont rester derrière un écran d'ordinateur toute la journée, qui vont très rarement sur le terrain. Moi, j'ai tout fait pour me spécialiser pile dans les techniques qui m'obligent à être sur place. Mais c'est vrai qu'il y a complètement une dimension d'exploration qui est associée à la glaciologie. C'est assez extraordinaire, quoi, de pouvoir se retrouver dans des territoires, dans des paysages où personne n'est allé avant. C'est une vraie mécanique aussi cognitive, quoi, de se dire, alors, attends, là j'ai un paysage devant moi, il faut que je comprenne ce que le glacier il est en train de me dire. Et ça, j'adore, quoi. Essayer de lire les paysages différemment, essayer de comprendre ce que ces glaciers essaient de nous raconter. Et là, ils ont énormément de choses à nous dire. Mais c'est ça le métier de glaciologue aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire comment ces paysages ont changé jusqu'à maintenant et de comprendre ce que les glaciers nous racontent pour mieux anticiper l'avenir. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, qu'on essaie de faire. Alors, ça a l'air très intellectuel dit comme ça, mais quand on te lit, on comprend que tu es aussi à moins 40 dans des paysages arrive, de grands blancs. Ça arrive. Comment tu fais ? Comment on se prépare à que ce soit physiquement ou mentalement ? Parce que j'imagine la force, de très très loin de mon canapé, du studio là bien chaud, j'imagine la force de caractère qu'il faut pour continuer à avancer quand le temps est mauvais, quand on commence à plus sentir ses mains, quand la fatigue t'abat. Comment on fait ? Ouais, c'est une vraie mission, quoi. Je dis souvent c'est Koh-Lanta, mais c'est vrai. Ça a l'air. Des fois, c'est vraiment ça parce que on est non seulement sur le terrain, voilà, dans des régions qui sont la plupart du temps assez épicées, quoi, assez compliquées, que ce soit dans les régions polaires ou de haute montagne. Donc déjà, numéro 1, il faut survivre à ces conditions-là. Et ensuite, il faut vraiment être en capacité de faire du travail qui souvent intellectuellement est vraiment compliqué. Oui, parce que c'est pas l'aventure pour l'aventure. Voilà. C'est pas. On parlait de Jean-Louis Etienne qui était le premier homme à arriver au pôle Nord. Que j'adore. Extraordinaire, mais là, tu es vraiment dans une démarche très scientifique, donc il faut mener ton exploration scientifique. Ouais, voilà, c'est ça. Et souvent, on dit souvent quand on est dans les régions polaires, on commence avec le plan A, et très vite on est au plan D, E, F, G, parce que rien ne se passe comme prévu. Mais en fait, c'est ça qui forge vraiment le caractère. Moi, je suis pas du tout une surfemme, hein. J'ai vraiment appris sur le terrain, et c'est un peu, j'ai eu des expéditions qui ont vraiment été un baptême par le feu ou un baptême par la glace, qui était très difficile. Et ce qui est marrant, c'est que depuis mon plus jeune âge, on m'a collé cette étiquette, la fille des Alpes. Elle doit trop gérer, elle doit avoir vraiment l'habitude des conditions pourraves sur le terrain. Mais quand on se retrouve au Groenland, et qu'il fait moins 45 degrés dans sa tente, d'où qu'on vienne, je pense qu'on a super mal et qu'on a super peur, quoi. Et vraiment, moi, mes premières expéditions, je me souviens, mais vraiment être terrifiée, quoi, des paysages autour de moi, terrifiée des glaciers qu'on étudiait, à quelle vitesse les températures pouvaient diminuer, à quelle rapidité le vent pouvait arriver et rester pendant des jours et des jours. Et c'est vrai que j'ai dû vachement apprendre. Et ça, c'est un travail qu'on fait en équipe. Et c'est là l'importance d'avoir une équipe dans laquelle on a parfaitement confiance, de pouvoir oser partager ses émotions, quoi. Ouais. Et ça n'a pas toujours été le cas en expédition. Mais maintenant, en tout cas, j'essaie de faire en sorte de créer des équipes autour de moi où on peut le dire. On peut le dire quand on a peur, on peut le dire quand on a froid. Parce que c'est la misère, quoi. Il faut bien comprendre que des fois, en expédition, il y a zéro kiff, quoi. Et on est vraiment là en essayant de faire le meilleur travail possible dans des conditions vraiment abominables. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, ce challenge, quoi. Et c'est... Je dis souvent à mes équipes, j'adore quand on lutte, quoi, parce que c'est vraiment là où l'équipe va se révéler, où on va essayer de faire la meilleure science possible avec les conditions possibles. Mais c'est magnifique, je trouve, de se retrouver dans des paysages où c'est la nature qui va nous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. T'aurais pu le faire en solitaire ? Ouais, je me souviens croiser Jean-Louis Etienne, et il m'avait dit « Ah, cette expédition, tu vas la faire toute seule ?» Je lui avais dit « Alors là, Jean-Louis, jamais de la vie. » Comme quoi, il y a des caractères, hein, parce que lui, il dit qu'il n'y serait pas arrivé à deux.
C'est pour ça que je te pose cette question. C'est intéressant. Je comprends, ça a des avantages et des inconvénients. Partager la douleur des autres, ou sa propre douleur avec son équipe, et que ce partage-là aurait entamé sa combativité, peut-être. Je le dis peut-être pas avec les bons mots. Je pense que je comprends en tout cas ce qu'il veut dire par ça, et ce qu'il a fait est quand même monumental. C'est un de nos plus grands explorateurs, et franchement, je l'admire énormément. Mais c'est vrai que je pense que j'aime trop... alors, j'ai pas du tout fait des exploits à son niveau, je pense que je vais être très claire là-dessus, mais j'aime trop partager aussi. En fait, la science est vraiment, et Jean-Louis le comprend ça parfaitement, la science, elle est construite sur une diversité de points de vue. Donc, c'est vraiment très, très important pour nous sur le terrain d'être là pour échanger aussi, quoi. Pas seulement la lutte, les émotions, mais aussi intellectuellement, voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer certains protocoles, notre façon de faire sur le terrain. Et donc, j'aime énormément, moi, cet esprit d'équipe, mais pour le meilleur comme pour le pire. Des fois, on en a vraiment ras-le-bol. Mais franchement, moi, j'aurais du mal à concevoir des expéditions si elles n'étaient pas en groupe, c'est clair. Et alors, explique-nous concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes scientifiques ? Tu viens mesurer où en est le glacier en voyant l'évolution dans le temps. Tu viens mettre des capteurs. C'est ça c'est ça. En fait, je dis souvent, je prends souvent comme image un médecin qui va nous mesurer nos constantes, notre pouls, notre tension, qui va écouter nos poumons, je sais pas, il nous pèse ou des choses comme ça, et il mesure notre température. Nous, les glaciologues, on fait un peu pareil sur les glaciers. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans la dynamique des glaciers. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais les glaciers ont tous un petit comportement. Ils se déplacent, ils glissent le long des montagnes, et ils se déplacent sous leur propre poids. Certains le font très lentement, d'autres le font très rapidement. Et avec le changement climatique, ça bouleverse vraiment la donne. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est déjà qu'on plante des GPS sur les glaciers pour voir à quelle vitesse ils se déplacent. On va essayer de mesurer, comme tu l'as très bien dit, avec des capteurs, leur température. Donc, on creuse des trous dans les glaciers. Parfois, la glaciologie, c'est old school. Parfois avec des pompes Karcher. Et donc, on fait fondre de la neige, ça nous donne de l'eau chaude. On va faire un tout petit trou, comme un cylindre qu'on va descendre comme ça dans le glacier. On va placer des capteurs. On mesure aussi, on essaie de comprendre quelle est la quantité d'eau sous les glaciers, parce que ça peut vraiment influencer à quelle vitesse ils se déplacent. Et on utilise aussi énormément d'outils qui ne sont pas forcément des outils de terrain, comme les satellites, qui nous permettent aujourd'hui, dans l'Arctique, on a des images tous les jours maintenant, des régions polaires et en Antarctique aussi. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça nous permet aussi de mesurer des surfaces beaucoup plus grandes et de voir si le glacier s'étend, si le glacier se rétrécit, s'il prend du poids, s'il perd du poids. Et donc, on fait en fait une sorte de bilan de santé des glaciers par rapport au climat actuel. Et ça nous permet ensuite de mettre ces données dans des ordinateurs. Et les ordinateurs, on leur dit, ce glacier-là, si on augmente le thermostat, comment il va réagir dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, à quelle vitesse il risque de disparaître, et ensuite, comment cela pourrait impacter les écosystèmes et les communautés humaines. Donc c'est là où l'observation scientifique va rencontrer, tu m'arrêtes si je me trompe dans les termes, mais des data scientists, des gens qui vont faire de la modélisation. Complètement. Et ensemble, vous allez faire des scénarios projectifs à l'image de ce qu'on connaît sur le climat avec le GIEC, mais appliqués au devenir des glaciers. Voilà, c'est complètement ça. En fait, on essaie de comprendre le passé et le présent pour justement projeter le futur. Et encore une fois, je vais vachement insister là-dessus, mais on n'étudie pas les glaciers juste pour étudier les glaciers. On les étudie parce qu'ils sont très importants dans notre vie de tous les jours. Ils sont très importants pour la population humaine au-delà des écosystèmes. Alors, merci Heidi, parce qu'évidemment, c'est là-dessus que j'avais envie de t'emmener. Les glaciers, pour nous, habitants des villes, c'est très théorique, c'est très lointain, c'est un imaginaire poétique, c'est nos vacances à ski, c'est plein de choses, mais c'est pas du tout notre quotidien. Alors que ça l'est en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer, en nous prenant par la main, à quoi ça nous sert en général, et à nous, hommes et hommes de la ville ? Ouais, c'est très simple en fait, un glacier. Il faut comprendre déjà comment ça fonctionne. C'est juste de la neige qui s'est accumulée sur des hautes montagnes ou dans les régions polaires. Et cette neige, petit à petit, elle s'est transformée en glace. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc un glacier, il va déjà être un très bon baromètre du climat. Voilà, si les températures changent, si les précipitations de neige changent, le glacier tout de suite il va réagir à ça. Donc déjà on les étudie pour ça, et ça c'est important pour tout le monde, de comprendre ce qui se passe. Mais surtout, je pense qu'il y a 2 raisons énormes pour lesquelles tout le monde devrait comprendre que les glaciers c'est important. La première, c'est que ces réserves donc de neige et de glace qu'on a en montagne, quand le printemps arrive et ensuite l'été, elles vont fondre
un petit peu, maintenant de plus en plus, et c'est de l'eau douce. Oui. Et c'est incroyable, l'eau douce. On sait à quel point c'est indispensable. De nos ressources les plus précieuses. Et aujourd'hui, on sait que directement, il y a 700 millions de personnes qui utilisent l'eau de la neige et la glace sur Terre. Et si on dézoome un petit peu, indirectement, par de l'énergie qui est fabriquée avec cette eau, par l'agriculture qui va bénéficier de cette eau, c'est 2 milliards de personnes qui sont connectées à l'eau qui va descendre de ces montagnes. Donc c'est monumental de réaliser qu'un quart de l'humanité, au moins à un moment dans l'année, va utiliser l'eau qui vient de la neige et de la glace. Donc là, on réalise très vite que c'est important et que malheureusement, voilà, ces glaciers sont en train de disparaître très vite. Donc ça va menacer ces personnes et toutes les activités économiques qui en découlent. Chez nous, en France, on a la chance d'avoir, je pense, un des meilleurs exemples, c'est le fleuve du Rhône, qui s'écoule du glacier du Rhône qui vient de la Suisse. On a la chance d'avoir ce glacier du Rhône qui nous donne un peu d'eau. Il n'y a pas que le glacier du Rhône qui met de l'eau dans le Rhône, mais c'est quand même important. Et aujourd'hui, regardons toutes les activités industrielles, les activités agricoles qui utilisent l'eau du Rhône, les centrales nucléaires à petite partie, qui vont utiliser l'eau du Rhône aussi énormément pendant l'été pour se refroidir. Voilà. Et donc, c'est non seulement la quantité d'eau, mais sa température aussi qui va être très importante pour ces activités industrielles. Donc oui, on en a encore très clairement besoin. Et je dis souvent qu'aujourd'hui, réalisons qu'on a vraiment les 2 doigts dans la prise des glaciers, qu'on a vraiment adapté en fait notre monde économique, industriel, agricole au fait que pendant le printemps et pendant l'été, on s'attend à avoir de l'eau qui va venir de ces montagnes par la fonte de la neige et ensuite par la fonte des glaciers. Ouais, et qui en fait va compenser l'affaiblissement naturel de ces fleuves, c'est ça ? C'est ça, voilà. Ouais. Pendant les très grandes périodes de canicule, c'est là où les glaciers vont fournir énormément d'eau et c'est là où les glaciers peuvent vraiment compenser un manque d'eau qui viendrait des pluies. Il y avait une anecdote qui avait été sortie maintenant depuis un petit bout de temps, mais qui disait en 2003, il y avait eu cette canicule cataclysmique en France, en Europe, et il avait été calculé à un endroit donné sur le Rhône à ce moment-là que à peu près 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers. J'ai vu cette statistique et ça m'a bluffé, parce que te dire qu'une petite moitié des eaux du Rhône proviennent des glaciers, c'est monumental, et surtout ça te fait prendre conscience du risque, de l'interdépendance et du risque. C'est un peu anecdotique, mais d'un coup on comprend. Voilà, on a vraiment les doigts dans la prise, quoi. Et la deuxième raison pour laquelle ces glaciers sont aussi très importants, là je parle vraiment que des glaciers de montagne, hein. C'est que les glaciers de montagne, il y a une étude qui vient de sortir là-dessus, nous montre que dans toutes les glaces que l'on a sur Terre, depuis les années 2000, ça a été les glaciers de montagne qui ont le plus contribué à la hausse du niveau des mers. En fait, le niveau des océans, il augmente déjà parce que les océans, ils se réchauffent, ils se dilatent, ils prennent de plus en plus de place, mais aussi parce que des glaces continentales, comme les glaciers de montagne, les calottes polaires, jettent de l'eau douce, jettent des icebergs dans ces océans. Et en fait, souvent, on a pensé que jusqu'à maintenant, récemment, ça devait plutôt être le Groenland ou plutôt être l'Antarctique qui vraiment pulsait, envoyait énormément de glace dans l'océan. Mais en fait, on a réalisé que c'était d'abord, pour l'instant, l'ingrédient numéro 1, ces petites glaciers de montagne. Il y en a 270 000 sur Terre, donc les glaciers des Alpes, de l'Himalaya, des Andes, d'Alaska. Voilà, c'est vraiment ces glaciers de montagne qui ont le plus perdu, qui ont le plus contribué à la hausse du niveau des mers. Et là, voilà, alors peut-être quand on est à Paris, on réalise pas tout de suite que la hausse du niveau des mers, c'est un problème. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a créé un système économique où là où on a des zones d'échange, c'est principalement sur nos littoraux, pour les biens et pour les personnes. Donc ces littoraux, ils vont être difficiles à bouger, mais ils risquent de se faire déplacer petit à petit par l'érosion, le retrait du trait de côte et par la hausse du niveau des mers. Donc, énorme sujet à surveiller. Sans compter l'eau salée qui rentre dans les terres agricoles sur le littoral. Voilà, enfin, qui rentrera. Ça rajoute tout un tas de problèmes, exactement. C'est pas juste le trait de côte qui se retire. Alors, ça, on comprend et on y est d'autant plus sensible que, comme on disait tout à l'heure, ces glaciers-là sont quand même en cours de disparition. En tout cas, on le craint. On disait tout à l'heure qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait quasiment plus de glaciers dans les Alpes à horizon 2100. Donc on voit les enjeux qu'il y a derrière et tout ce que ça voudra dire pour l'homme, pour l'économie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des calottes glaciaires pôle Nord, pôle Sud ? J'avais été impressionnée par l'écart de réchauffement climatique qu'on peut observer au pôle Nord. Tu vois, là aussi, c'est quelque chose qu'on lit, mais dont on n'a pas forcément conscience. En fait, j'entends que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne de notre sphère, de notre planète.
Pourquoi autant? Et qu'est-ce que ça veut dire sur les glaciers, du coup? Ouais, c'est vraiment une question majeure qui est indispensable à comprendre pour réaliser que tout est connecté et à comment notre climat fonctionne. C'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps dans l'Arctique, donc tu l'as cité, hein, au Svalbard, au Spitsberg, qui est un petit archipel juste à côté du Groenland. Qui appartient à la Norvège. Qui est administré par la Norvège. Qui n'est pas encore annexé par les États-Unis. Non, mais gros sujet. Sur ce petit archipel, oui, depuis... Tu sais, on a mesuré depuis les années 1980, en hiver, les températures ont gagné 8 degrés. Et je pense qu'on a du mal à réaliser ce que ça veut dire. Hein. Parce que sur Terre, voilà, on parle beaucoup des 1,2, 1,5 degrés. En moyenne, c'est l'augmentation de température depuis l'ère pré-industrielle, en moyenne sur Terre. Mais si on regarde, là, c'est le chiffre du Svalbard, hein, années 80, en hiver, plus 8 degrés. Donc l'augmentation de température, elle est complètement dingue. Et le reste de l'Arctique est vraiment pas du tout en reste. C'est vraiment une région qui se réchauffe très vite. Alors, comment est-ce qu'on explique une région qui est vraiment loin de tout, où il y a finalement assez peu d'activités industrielles? Il y en a, mais on n'est pas au cœur de la France. On n'est pas au cœur des États-Unis ou de l'Asie. Comment ça s'explique? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà réaliser que si tu regardes la planète, reprenons le overview effect depuis le pôle Nord. Donc imagine, on n'est pas Katy Perry, mais on est d'autres des vrais astronautes, voilà, qui regardent la Terre depuis le pôle Nord. En fait, tu verras que l'Arctique, c'est avant tout un océan. Donc le pôle Nord, il a vraiment les pieds dans l'eau. Et cet océan glacial arctique, il est entouré de terres qui sont plus ou moins englacées et qui sont habitées. Il y a 7 millions d'habitants dans l'Arctique quand même, c'est pas négligeable. Et sur cet océan, alors cet océan est très foncé, hein. Moi, je me suis baignée régulièrement, c'est pas le kiff du tout. C'est pas mon activité favorite. Mais sur cet océan, il y a un couvercle de glace qu'on appelle la banquise. Cette banquise, elle est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique. Et cette banquise, très important, c'est pas un détail, elle est très blanche, elle est très très claire en couleur. Et ça, c'est vraiment considérable de réaliser qu'on a ce couvercle blanc sur un océan très foncé autour du pôle Nord, parce que figure-toi que pendant toute une partie de l'année dans l'Arctique, il fait jour 24 heures sur 24. Entre la mi-avril et la fin août, le soleil ne passe pas sous l'horizon. Donc tu vois le soleil toute la journée, ça détruit tes rythmes du sommeil de façon apocalyptique, tout le monde a du mal à dormir, tout le monde rouspète. Surtout que l'autre moitié de l'année, il fait nuit tout le temps. Voilà, exactement. Mais ça, c'est pas mal, parce qu'on dort super bien. Ouais, voilà. Et mais ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a quand même énormément de soleil pendant toute une partie de l'année dans l'Arctique. Qui dit soleil, on doit se dire, waouh, ça doit se réchauffer à mort. Non, ça se réchauffe pas tant que ça, parce qu'on a cette surface blanche qui a cette capacité de renvoyer les rayons du soleil en direction de l'espace. Hein, on dit que la banquise, elle a un albédo, voilà, c'est le terme technique, un albédo très haut. Donc, c'est-à-dire, c'est le ratio entre la quantité d'énergie qu'elle reçoit du soleil et l'énergie qu'elle va renvoyer dans l'espace. Elle a un albédo très très haut. Il y a pratiquement 90% la chaleur du soleil qui va être renvoyée dans l'espace. Donc vraiment, cette banquise, pour résumer, c'est le meilleur climatiseur de la planète. Le souci, et tu l'as dit en introduction, les derniers chiffres nous disent qu'en 40 ans, on a perdu maintenant 50% de la superficie de cette banquise. Et en fait, on a perdu les 3/4 de son volume, tu te rends compte? Donc c'est aussi son épaisseur qui est en train de diminuer. Mais ce qui se passe, c'est que si ce couvercle, il devient de plus en plus petit, ces couvercles blancs, qu'est-ce qu'on a à la place? Un océan qui est, lui, de plus en plus exposé au rayonnement solaire. Lui est très foncé, donc cette chaleur, il va la garder et ça va vraiment catalyser le réchauffement climatique dans l'Arctique. Donc ça, c'est la principale raison pour laquelle l'Arctique se réchauffe. Local. Voilà, ça c'est vraiment très important à réaliser que, en fait, il y a un cercle vicieux qui s'est vraiment mis en place. On appelle ça une boucle de rétroaction positive, mais il n'y a rien de positif là-dedans. Le mécanisme s'accélère, donc c'est peut-être positif, mais c'est très négatif pour tout le monde. Plus il fait chaud, plus ce couvercle blanc diminue, plus ce couvercle blanc diminue, plus on a de l'océan, plus ça se réchauffe. Et ensuite, toutes les glaces autour fondent encore plus vite. Le Groenland, le pergélisol, le sol gelé en permanence, les glaciers du Svalbard, tout le monde prend cher avec ce réchauffement dans l'Arctique. Alors, c'est clair, et surtout ce que tu nous montres très bien là, c'est l'effet d'entraînement. Là aussi, c'est quelque chose, je pense qu'on a moyennement en tête. On a un peu l'impression que le réchauffement est linéaire. Et tu nous rappelles très justement qu'en fait, pas du tout. Il y a des marches. Et quand on franchit ces paliers, on active des effets d'entraînement importants. Il y en a un autre dans les pôles dont j'aimerais te faire parler, c'est le permafrost.
On entend ce mot-là régulièrement. On comprend. La conception vulgarisée, c'est que tu as du gaz extrêmement émetteur, en effet. Tu as une matière extrêmement émettrice en gaz à effet de serre qui est gelée et qui, en se dégelant, va libérer ces gaz-là, notamment, et va également libérer des risques de virus en même temps. Donc, est-ce que tu peux, avec une vision scientifique, me corriger et expliquer quel impact ça a, et est-ce que ça correspond aussi à une autre marche qui va s'agir d'éviter de franchir autant qu'on peut, parce que celle-là, elle est assez irréversible aussi. Ouais, alors c'est vrai que les glaces, c'est déjà un sujet obscur, mais alors le permafrost, je pense que c'est encore plus mystérieux. C'est assez difficile de s'imaginer à quel point on en a, en fait, du permafrost. Dans l'hémisphère nord, 23% des terres sont du permafrost. Tu te rends compte, dans l'hémisphère nord. Donc c'est pratiquement un quart de nos terres. Et ce permafrost, c'est quoi? Donc c'est du sol gelé en permanence. Donc si tu veux essayer de faire ton jardin, par exemple, tu sors une pelle, tu sors une pioche, tu essaies de taper dedans. C'est du béton, hein, c'est vraiment gelé. Et pendant l'été, une petite couche superficielle va dégeler, ce qu'on appelle la couche active. Voilà. Mais le permafrost au Svalbard, pour revenir toujours à mes moutons, on peut en avoir sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et on en a vraiment partout sur l'archipel. Et ce qui se passe, ce permafrost, c'est que, en fait, c'est du sol, donc c'est de la matière organique qui a été congelée, comme si tu congelais une pizza. Tu as fait ta petite pizza, on la met au congélateur. Sauf que maintenant, avec le réchauffement, l'augmentation des températures, surtout dans l'Arctique, ce permafrost, il dégèle de plus en plus en profondeur. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que, pour vraiment simplifier, c'est comme si tu débranchais ton congélateur et t'attends et tu regardes ce que ta pizza, elle devient, quoi. Et ta pizza, j'imagine qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, elle va avoir une tronche apocalyptique et elle donnera vraiment pas envie, parce que petit à petit, elle va se faire grignoter par des microbes, principalement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette matière organique du permafrost, elle dégèle, les microbes se réveillent, ces microbes se jettent sur la matière organique du permafrost. Et en mangeant cette matière organique, suivant la quantité d'oxygène qui est disponible, ces microbes vont soit émettre du CO2, soit émettre du méthane. Voilà. Donc c'est les microbes, en fait, qui émettent. Ces petits microbes. Merci. Ouais, exactement, c'est coquin. Et aujourd'hui, c'est un énorme sujet, parce que le potentiel du réchauffement du permafrost, il est monumental. Il y a 2 fois plus de carbone dans le permafrost aujourd'hui qu'on en a déjà dans l'atmosphère. Donc tu te rends compte, il faut vraiment qu'on laisse le congélateur geler le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, déjà, on est en train de réaliser que ce permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Déjà aujourd'hui. Alors le Japon, moi, ça me parlait pas du tout. Il y a quelques années, en fait, c'est le 7e émetteur de gaz à effet de serre sur Terre. Et si on continue à augmenter les températures, le permafrost, il va continuer à émettre des gaz à effet de serre. Alors que nous, on est en effort partout sur Terre pour essayer de réduire nos émissions de CO2 et de méthane. Et lui, le permafrost, il peut très vite dominer, en fait, ces émissions de gaz à effet de serre. Si on dépasse les 2 degrés d'augmentation de température sur la Terre entière, le permafrost pourrait se mettre à émettre, au bout de quelques décennies, autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne. Tu te rends compte? C'est comme si on rajoutait, en fait, une deuxième Union européenne sur Terre. Si on dépasse les 3 degrés d'augmentation de température, c'est comme si tu rajoutais un deuxième pays, États-Unis, ou une deuxième Chine, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, et la boucle de rétroaction, le cercle vicieux, le phénomène d'emballement, comme tu le décris, il est très clair, évidemment, c'est tout simple. Plus les températures augmentent, plus le permafrost dégèle, plus il dégèle, plus il y a de gaz à effet de serre, plus il y a de gaz à effet de serre, plus les températures augmentent. Donc aujourd'hui, le permafrost, il faut tout faire pour vraiment bien le considérer. Et nous, si on veut éviter de franchir certains points de bascule, certains seuils de température, il faudra prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre du permafrost, sauf que lui, on ne peut pas lui dire l'année prochaine, il faut que tes émissions elles diminuent de 6 à 7%. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, et ça augmente les besoins d'efforts de nos pays d'autant. C'est ça. D'où l'importance des 2% qui était le seuil retenu des 2 degrés, qui était le seuil retenu dans les accords de Paris. Exactement. Donc, et si on peut 1,5, ouais, exactement. Je voudrais t'emmener, merci 1000 fois Heidi pour ces explications, parce que je pense je partage ta conviction qu'il est indispensable de comprendre pour pouvoir digérer, faire les deuils aussi et agir.
Je voudrais t'entendre aussi sur un autre impact, qui est l'interaction entre les pôles, et le pôle Nord et le Gulf Stream. Et la façon dont la perte de nos glaciers, des glaciers polaires, impacte le climat aussi, pas simplement indirectement par les émissions de CO2, comme on vient d'en parler, mais aussi par les courants marins et la régulation des températures. Ouais, ça c'est un énorme sujet et c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a plein d'études qui viennent juste de sortir là-dessus. Et il y a eu justement une alerte qui a été émise auprès des ministres des pays du Nord par rapport à ce sujet de la modification des courants océaniques. Et je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est assez fascinant mais assez flippant aussi. En fait, tout est lié dans notre climat. Évidemment, l'atmosphère, l'océan, les glaces, tout est connecté. Et si on commence à un petit peu bidouiller dans la mécanique, tout le reste risque de réagir. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, si on parle juste des courants océaniques, donc les courants océaniques, c'est vraiment cet énorme tapis roulant, voilà, qui relie tous les océans entre eux. Et ce tapis roulant, alors pour simplifier encore une fois à mort, ce qui vraiment lui donne de l'impulsion, au-delà du fait que la Terre tourne sur elle-même, c'est le fait qu'il y ait des écarts de température sur Terre. Donc il fasse chaud au niveau de l'équateur, les pôles soient froids. Donc ça, les écarts de température, on sait, c'est toujours quelque chose qui va entraîner des mouvements au niveau de l'atmosphère, au niveau des océans. Donc des écarts de température et aussi des différences de densité. Donc l'eau est plus ou moins salée. Suivant si elle est plus ou moins salée, voilà, ça va créer des écarts de densité. Ça va forcer des mouvements de l'eau dans nos océans. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'au niveau des régions polaires, c'est là où, si l'eau elle arrive de l'équateur, elle va se retrouver mixée avec des eaux de plus en plus froides. On sait qu'une eau froide, c'est une eau qui est généralement plus lourde, plus dense, une eau qui va plonger, qui va passer de la surface en profondeur. Mais aussi dans les régions polaires, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a la formation de la banquise. Dans l'Arctique, elle est là toute l'année, mais pendant l'hiver, elle s'étend, elle prend de plus en plus de place pendant l'hiver, et quand elle s'étend, la banquise, elle recrache du sel. C'est une façon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, faut imaginer comme si on jetait, voilà, des pincées de sel dans l'eau. Ça va l'alourdir là aussi, et ça va encore plus la forcer à plonger. Mais ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que les régions polaires, arctiques comme antarctiques, se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Donc, les écarts de température qui étaient si bénéfiques à ce tapis roulant sont en train de diminuer. Mais aussi, on a un vrai problème par rapport à la salinité. Non seulement la banquise souffre de plus en plus, que ce soit en Arctique comme en Antarctique, mais on a en plus 2 énormes calottes polaires dont on n'a pas encore parlé, un tout petit peu, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud, qui contiennent des quantités de glace qui sont complètement folles et qui recrachent, pour te donner une idée, c'est vite vu, le Groenland, il recrache en ce moment 30 millions de tonnes de glace chaque heure. Oh, wow. Voilà, chaque heure. Et l'Antarctique, c'est à peu près la moitié en ce moment. Donc, c'est des quantités d'eau douce. Et nous, on ne veut pas trop d'eau douce dans ces eaux-là. On veut que ce soit bien salé, que ça fasse plonger les eaux. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, malheureusement, la mécanique de ce grand tapis roulant, il y a tous les signaux qui nous montrent qu'elle devrait être affectée. Et les mesures sont très compliquées. Il y a sans arrêt un mois, il va y avoir une étude qui va sortir qui va dire « Oh là là là, attention, on tire la sonnette d'alarme, c'est très compliqué. » Un mois suivant qui va dire « On n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe. » Mais en tout cas, en théorie, on devrait observer, et c'est commence à être mesuré, un ralentissement de ce qu'on appelle le hammock. Alors, je ne crois pas que j'ai la traduction en français, mais c'est le tapis roulant qui parcourt l'Atlantique, voilà, pour simplifier. Et le Gulf Stream est associé à cet hammock. Donc, ce qui se passe et pourquoi il y a eu une alerte auprès des ministres des pays nordiques il y a quelques mois à peine, c'est parce que si cet hammock ralentit, voire s'arrête, parce que ça arrive, dans l'histoire de la planète, c'est déjà arrivé, et malheureusement, il n'y aurait plus toutes ces belles eaux chaudes qui baignent l'Europe de l'Ouest, voire même l'Europe du Nord. Nous, on a ce fameux Gulf Stream qui arrive jusqu'à chez nous, qui vient du golfe du Mexique, les eaux trop chaudes, trop sympas. Ça longe les côtes françaises, ça remonte jusqu'en Norvège, jusqu'au Svalbard même. Et donc, si ça s'arrête, on risque d'avoir complètement l'opposé, on risque d'être baigné dans des eaux beaucoup plus froides. Et les statistiques qui sont sorties, alors j'espère que ça n'arrivera jamais, des fois on espère que les chiffres se trompent, mais si vraiment cette chose-là se passe, on parlait d'un refroidissement de 3 degrés par décennie. Je ne sais pas si tu te rends compte, 3 degrés, c'est vraiment the day after tomorrow, le jour d'après. C'est vraiment un truc auquel on ne peut pas du tout s'adapter. Alors vraiment la toute dernière étude qui vient de sortir nous dit que ça ne devrait pas du tout se passer pendant ce siècle, même dans un scénario extrêmement
extrême d'émissions de gaz à effet de serre, on ne devrait pas avoir un arrêt de la MOC, voilà, de cette circulation thermohaline dans l'Atlantique. Mais point de vigilance énorme. Et donc, c'est pour ça, quand même, il y a une alerte qui a été émise de la part de la communauté scientifique. Tu sais que la prochaine fois que je te vois, je viendrai avec mon verre de rhum ou de vodka, tu vois, un truc un peu plus fort quand même. Mais bon, il faut pas des bonnes nouvelles. Non, mais il faut comprendre, il faut regarder dans les yeux ce qui nous arrive. Où est-ce que tu en es, toi, Heidi, dans tout ça? Tu as embrassé une carrière un peu en deux temps, très scientifique d'abord, avec les explorations, toujours scientifique, mais en même temps de vulgarisation, comme on le fait aujourd'hui. Comment tu perçois le travail qui est devant toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux, quel combat tu veux mener? Ouais, je pense que quand on est scientifique et à bosser sur des sujets comme ça, déjà c'est pas facile. Là, t'as vu tous les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est des sujets très durs, ultra flippant. La plupart du temps, on n'a jamais de bonnes nouvelles. On dit jamais que les scientifiques finissent alcoolos, mais ils devraient assez logiquement, en fait. On parle trop peu, je pense, de l'éco-anxiété dans ce monde-là. Et je pense que c'est important de dire que oui, on a un petit cœur qui bat, nous aussi, et on essaie de trouver des solutions. Et c'est vrai que moi, mon point de non-retour, j'ai envie de dire mon point de bascule, je l'ai passé assez tôt, quand je faisais mon postdoc en Écosse et que je travaillais sur des données qui étaient complètement dingues. Et je me suis dit, mais l'article scientifique que je suis en train d'écrire, je suis pas sûre que même mes parents allaient le lire, quoi, tu vois, tellement qu'il était imbuvable, ultra technique, et que malheureusement on avait du mal à comprendre, voilà, ce que j'essayais d'expliquer, comment ça allait pouvoir impacter le reste de l'humanité, bref. Et c'est vrai, là où je me suis dit, moi j'ai pas 10 000 super pouvoirs, j'ai pas 10 000 outils à ma disposition, mais j'ai des connaissances scientifiques, quoi. Et ces connaissances-là, est-ce que j'essayerais pas de les diffuser au plus grand nombre? J'ai rien inventé, j'ai tout simplement regardé ce que faisaient des Valérie Masson-Delmotte ou des Jean-Louis Etienne qui le font de façon merveilleuse, ou des François Gémen comme tu l'as cité. Et aujourd'hui, je suis pleinement convaincue que déjà cette science, elle mérite d'être diffusée. Mais franchement, quand on voit le travail qui est mené par le monde académique, qui est complètement dingue, tout le monde travaille à 3000% de son temps sur des sujets qui sont très difficiles, cette science, vraiment, elle mérite d'être connue. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une période de perte de confiance dans la science. On parlait des climato-sceptiques, des climato-dénialistes. On sait que le manque d'éducation sur ces sujets-là peut amener à des décisions qui vont pas forcément dans le bon sens. Donc aujourd'hui, j'essaye à mon petit niveau de sensibiliser le plus de publics différents possible. Et c'est vraiment un travail, quand tu es scientifique, qui est pas si simple. Déjà, c'est pas du tout valorisé d'être scientifique et de faire de la communication. Tu t'en prends plein la tronche toute la journée. Voilà, c'est comme ça. Les réseaux, ça fait valoriser, c'est la publication scientifique. Voilà. Et tant mieux. Faut que ça reste, ça c'est très important, mais ce serait chouette qu'on nous valorise aussi ce qui est à côté. Et en fait, c'est un exercice qui est assez difficile parce que c'est jamais parfait. Tu es obligé de simplifier, tu vas pas rentrer dans les détails. Donc c'est toujours pas simple, mais je suis convaincue que si on sait pas ce qui se passe, on ne changera pas. Et je pensais tellement, et peut-être qu'on en revient à mon enfance, mais je suis tellement attachée à ces glaciers, à ces paysages, à cette nature, que je veux que tout le monde comprenne, quoi, à quel point ces mondes ils sont merveilleux, à quel point ils sont importants, à quel point on peut encore les préserver. Mais vraiment, ces décisions, ces choix qu'on a à faire, ils doivent être basés sur la science. Ils doivent être vraiment informés par ces faits scientifiques. Et donc, je le ressens au plus profond de moi, quoi, cette envie, déjà clairement, de faire en sorte que tout le monde... c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais un peu tombe amoureux de ces paysages-là, quoi. Émotionnellement s'y attache. Et au-delà de ça... utilisent cette science pour prendre des bonnes décisions dans leur métier de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie familiale, et comprennent que nous on n'y arrivera pas tout seul, hein. Les glaciologues, ça c'est sûr. Oui, donc quand tu rentres dans un grand et long chemin de vulgarisation dont on a tant besoin. Et à tous les niveaux, au niveau des écoles, au niveau de tous les publics entreprises, les publics politiques. Les territoires, exactement. Tu vas pas chômer. On ne chôme pas en ce moment, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment là toute une génération qui est en train d'arriver, qui regarde ce qu'ont fait tous ces pionniers extraordinaires. Je parlais de Valérie Masson-Delmotte, mais il y a aussi des Claude Lorius, des Jean Jouzel, et vraiment étant inspiré par ces personnes qui sont vraiment des légendes pour nous. Voilà, on essaye
à notre niveau, de trouver plein de nouvelles façons de communiquer, que ce soit sur les réseaux, où moi je pense que c'est très important de communiquer, comme tu disais, en se regardant les yeux dans les yeux, en ayant vraiment un dialogue d'humain à humain et en essayant d'avancer ensemble. Oui. Merci pour ce travail, Heidi. J'arrive à mes questions finales. J'aimerais te demander, Heidi, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui de l'espoir ? Comment est-ce que tu te ressources, tu vois ? Comment tu gardes cette énergie ? Tu nous as raconté, tu nous as exposé les faits, les dangers. Et comme tu le disais tout à l'heure, dans la communauté scientifique, mais plus largement, on peut vite être abattu devant ces données-là et baisser les bras, arriver avec une forme de défaitisme. Et pourtant, on sent chez toi une force vitale énorme. Une conscience, tu disais tout à l'heure que chaque dixième de degré compte et donc qu'il faut convaincre. Mais c'est quoi ton ressort ? Où est-ce que tu regardes pour remettre ton énergie à 200%? Ouais, je pense que j'essaie de trouver un certain équilibre, en tout cas émotionnellement parlant, dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais moi vraiment les endroits où je me ressource, c'est en pleine nature. Il n'y a pas besoin d'être au bout du monde, hein, que je sois sur une montagne, dans une belle vallée ou dans un champ ou une forêt. Voilà, rien que ça me fait énormément de bien. Et j'arrive quand même pas mal à enlever ces lunettes de scientifique et juste de passer du temps à m'émerveiller devant ces paysages. Ça, c'est super, super important. Et c'est aussi crucial, et ça, c'est vraiment quelque chose que je reconnais, mais tous les jours, d'avoir un système autour de toi, d'amis, de proches, avec qui tu peux déconner, avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux déconnecter et qui sont là aussi quand ça va pas. Ça, c'est vachement important. Et moi, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, j'ai la chance là d'avoir vraiment, et je suis éternellement reconnaissante d'avoir des personnes qui sont toujours là et qui m'aident parfois, voilà, quand je suis un peu dans un creux, à remonter la pente, parce que c'est creux, c'est clair qu'ils sont là. Mais vraiment, ce qui me donne énormément d'espoir, ça a été de rajouter cette partie sensibilisation en fait à mon travail. Si je pense que je restais trop dans les données, dans l'analyse de ce qui se passe, je pense assez vite que je resterai un petit peu au fond du trou. Et pour moi, en tout cas personnellement, ma façon de m'en sortir, c'était d'aller voir ce qui se passe en fait dans les entreprises, ce qui se passe au niveau du grand public, au niveau des associations, au niveau parfois même des gouvernements. Et en fait, quand tu ouvres un peu tes chakras et tu te mets à la place de l'autre et tu dialogues, tu te rends compte que dans toutes ces communautés-là, il y a des dingues. Oui. Il y a vraiment des énormes warriors, femmes comme hommes, mais qui vraiment se bougent et donnent tout. Toi, tu as l'impression de tout donner sur les glaciers, alors ces personnes-là donnent tout, quoi, pour leur entreprise, pour leur territoire, pour leur école. Et ça, mais c'est pour moi, en fait, ça a été la première fois quand j'ai commencé à faire ça, de réaliser que j'étais pas toute seule. Parce que des fois, on se sent très seul sur ces sujets-là. Évidemment, j'étais pas seule, j'avais une communauté de scientifiques extraordinaires autour de moi, mais de réaliser que j'étais pas la seule à essayer, quoi. Et ça, c'est fabuleux de réaliser qu'en fait, quand on ouvre notre radar un petit peu, il y a des petites billes, des petites bulles d'espoir tout autour de nous, et qu'ensemble, on peut être ultra fort, quoi. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde maintenant, et c'est pour ça que j'encourage encore plus la communauté scientifique à y aller, c'est de réaliser que ces personnes-là aussi, elles ont besoin de nous, et nous, on a besoin d'elles, et qu'ensemble, on peut vraiment créer une dynamique, mais inarrêtable, quoi. Donc ça me booste à fond. C'est génial, et on le sent, tu es inarrêtable. Est-ce que tu as un livre à nous recommander ? Alors évidemment, il y a le tien, hein, je le recite, La Sentinelle du climat, aux éditions HarperCollins, qui est magnifique, vraiment, qui est très complet, qui revient sur ton chemin, mais aussi tes coups de gueule, tes peurs, tes inquiétudes, tes joies, et puis qui revient sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, plus en profondeur évidemment, de connaissances, de sciences derrière la glaciologie, pour qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas. Donc je mettrai les références dans les notes de l'épisode, et j'en recommande la lecture à tout le monde. C'est très facile à lire et c'est passionnant. Quel autre livre tu recommandes ? Ouais, alors j'en ai quelques-uns en tête. Déjà, je me réjouis de lire le tien. Je t'en remercie. Ça va être chouette. Merci beaucoup pour ce cadeau. Là, il y a un livre que je suis en train d'écouter. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français, mais pour toutes les personnes qui se font un petit challenge livre en anglais ou audiobook en anglais, c'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle What If We Get It Right? Super. Et si on y arrivait?
Super. Et donc là, j'en suis pratiquement à la moitié. Ça me donne des frissons rien que d'en parler. Ce livre, il est complètement dingue. Alors, il est très réaliste, très pragmatique sur là où on en est au niveau du climat, mais qui nous donne plein de raisons d'espérer. Génial. Et qui nous... En fait, c'est vachement important de se projeter, de s'imaginer dans le fait que c'est possible. En fait, on peut tout à fait transformer l'essai. On manque un petit peu de volonté politique et culturellement aussi. Mais on manque aussi d'imaginaire. Oui, là, on manque aussi vachement d'imaginaire. Tu vois, il y a cette nouvelle mouvance qui est super importante des nouveaux imaginaires. Donc, ce livre, pour l'instant, en tout cas, il est vraiment formidable. Alors, j'ai oublié le nom de l'autrice et je suis navrée. On va le trouver, mais les scientifiques, je le mettrai dans les notes aussi. Une biologiste marine, voilà, qui est formidable. Et sinon, mon bouquin de référence que j'adore, c'est le livre, je devrais pas dire bouquin, pardon, le livre de référence que j'adore, que je donne à tout le monde, c'est Tout comprendre ou presque sur le climat de Bon Pote qu'il a fait avec le CNRS. Bien sûr. Et super. Franchement, il est super chouette. Il est même drôle. On apprend. Moi, je l'ai donné à toute ma famille, les pauvres. je veux vraiment qu'ils montent en compétence sur le sujet du climat. Et en fait, il est génial. Et c'est très facile. Voilà, très facile pour tous les âges. Et celui-là, vraiment, je le recommande. C'est un bon point d'entrée, en tout cas, sur ces sujets-là. Génial. Et puis, ça nous ramène à toute cette discussion, c'est-à-dire à la compréhension des enjeux. Je vais terminer, Heidi, si tu veux bien, par une phrase que tu rappelles, que je connaissais, mais en fait, je ne connaissais pas l'origine, et que tu rappelles dans ton livre, qui est celle d'un agronome sénégalais qui nous rappelle qu'on aime ce qu'on connaît ce qu'on nous a appris, et donc que tout commence par l'enseignement. On protège ce qu'on aime, voilà, on aime ce qu'on connaît, on connaît ce qu'on nous a appris. Exactement. Et voilà, c'est QFD, la boucle est bouclée. C'est ça. Et c'est aussi le lien dont on parlait en début d'échange entre la connaissance et l'amour, donc l'émerveillement, avec ce magnifique chapeau qui est notre capacité à projeter et à protéger. Il faut qu'on y mette du cœur dans ce sujet. Une dernière question, Heidi, avant de conclure. À quelle personne inspirante et engagée tu aimerais passer le micro ? Qui est-ce que tu aimerais entendre derrière Demain n'attend pas ? Alors attends, donne-moi quelques secondes, parce que j'en ai tellement. Et ça, déjà, rien que ça, c'est une excellente nouvelle. Ah ouais. En fait, j'en ai trop, j'ai du mal à choisir. On va mettre la liste des 80. Ouais, vraiment, il y a cette femme que j'admire énormément, qui est aussi une amie, et qui s'appelle Anne-Sophie Roux. Pour moi, c'est une warrior extraordinaire. Elle travaille aussi beaucoup avec Camille Etienne, avec toute cette équipe. Et Anne-Sophie Roux, elle travaille énormément pour nous sur le deep sea mining, sur l'exploitation minière des fonds sous-marins. Pour protéger, elle essaie de faire en sorte que ça ne se passe pas, pour vraiment préserver ces écosystèmes des fonds marins. Et donc j'échange beaucoup avec elle et je l'admire à tous les points. Elle est engagée au niveau des gouvernements, au niveau des négociations internationales. Elle passe du temps sur le terrain. Et c'est vraiment une personnalité super inspirante. Donc Anne-Sophie Roux, je recommande. Je vais aller la chercher de ce pas, d'autant plus que dans la presse du jour, tu vois, comme quoi tu es toujours à la pointe de l'actualité. Tu avais des articles sur le fait que les États-Unis menaçaient l'exploitation, évidemment, avaient la volonté de se servir sur tous les fonds miniers qui se trouvent dans nos fonds marins et qui sont aujourd'hui censés être protégés. Petit manque d'éducation et d'émerveillement, je pense, côté des États-Unis. On va donner Demain n'attend pas et Heidi Sevestre à Trump en boucle. On arrive. Merci pour tout, Heidi. C'était fabuleux. À très bientôt. À bientôt.